Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette présentation du nouveau numéro de Perspective, la revue de l'INHA. Donc, si vous ne connaissez pas la revue, je vous en dis quelques mots. Moi, je suis Thomas Golsen, le rédacteur en chef. C'est donc une revue scientifique qui paraît 2 fois par an, qui est centrée sur les thèmes qui font l'actualité de la recherche en histoire de l'art. Donc chaque revue, chaque numéro a un thème spécifique et on essaye de regrouper les meilleurs spécialistes du monde entier pour parler de la façon dont ces thèmes très importants traversent l'histoire de l'art, c'est-à-dire à la fois toutes les époques et toutes les zones géographiques dans la mesure du possible. La revue est composée de différents types de textes et donc c'est aussi différentes manières de faire parler les chercheuses et les chercheurs, de les faire intervenir. Donc il y a des débats par exemple dont certains se tiennent en direct à l'INHA. Il y a évidemment des articles longs qui sont des grands angles qui sont des sortes de synthèses sur des problèmes généraux, des courants historiographiques, des manières de penser certains problèmes importants de la discipline, et puis des focus qui sont des articles plus courts qui pointe un cas particulier qui pose des problèmes théoriques ou méthodologiques intéressants, toujours en relation avec le thème. Parfois, dans la revue, nous invitons des chercheuses et des chercheurs spécialistes d'un certain thème à diriger le numéro. C'est le cas pour le thème du nouveau numéro, donc sur les anachronismes. Nous avons demandé à Hélène Valence, ici présente, qui est conseillère scientifique à l'INHA et membre du laboratoire InVisu, de diriger ce numéro avec Hélène Leroy, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui malheureusement, qui elle est conservatrice du musée d'art moderne de la ville de Paris. Voilà, et donc nous sommes très contents de pouvoir vous présenter ce numéro en 1 heure. J'ai le plaisir aussi de vous présenter Adrien Palladino à ma droite et Anne Dressen, qui sont auteurs et autrices dans le numéro, et donc ils vont vous parler un petit peu plus en détail de leur intervention. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Hélène Valence pour une présentation un peu plus générale de ce numéro. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Donc peut-être revenir un petit peu sur l'origine de ce numéro thématique et la collaboration avec Hélène Leroy. Donc personnellement, moi, l'anachronisme, la question de la temporalité dans l'art, c'est une question que j'avais pu explorer déjà par le passé, ce qui a fait que Thomas a pu m'inviter sur ce numéro, notamment dans l'art des États-Unis. Et Hélène Leroy, c'était aussi plutôt de son point de vue de conservatrice, curatrice, une pratique qu'elle trouvait très intéressante dans son métier. Donc voilà, je vais vous faire un petit passage en revue peut-être du numéro, en laissant bien entendu ensuite Anne et Adrien vous parler un peu plus précisément de leur contribution. Donc l'idée, c'était de revisiter ce thème de l'anachronisme, sachant qu'il y avait eu un numéro de Perspective qui était consacré à la périodisation, qui était paru il y a quelques années, et de en fait revenir sur une historiographie qui, depuis les années 90-2000, notamment avec les travaux de George Didier Huerman, reprenait ce thème de l'anachronisme, qui par ailleurs est très traditionnellement perçu comme un péché dans le travail de l'historien, mais qui essayait d'en explorer toutes les dimensions potentiellement positives. Et donc voilà, l'idée c'était de revenir sur ce que toute cette idée de rupture, disjonction temporelle, ces collisions, ces montages aussi, mais aussi des contre-récits, une approche non linéaire de l'histoire pouvait apporter à l'historiographie, sachant que la revue vraiment c'est aussi le point de vue de Perspective, c'est un point de vue historiographique.
Donc je l'ai mentionné, hein, il y a une sorte de renouveau plus si nouveau depuis une trentaine d'années de cette question de l'anachronisme, et on voulait le revisiter aussi parce que il y a cette petite phrase qui revient, et quand on considère les approches qui, elles, ont émergé quand même récemment, voire très récemment, en les méthodologies un peu nouvelles, postcoloniales, décoloniales, etc., queer, en histoire de l'art, et cette critique qui est souvent formulée à leur encontre de dire que ce sont des manières anachroniques d'envisager le passé, l'histoire et l'histoire de l'art. Et donc c'est aussi une des motivations pour revisiter ce thème. Et donc pour ce numéro, on a choisi, je vais vous parler un petit peu du contenu du numéro. Vous voyez ici le sommaire. On s'inspire évidemment d'œuvres d'art contemporain qui sont dont on sent aussi la présence. Moi, je parlais dans mon introduction aussi avec Hélène Leroy, pardon, de formes de reprise de l'histoire qui sont du point de vue minoritaire. Vous en voyez un exemple ici, et d'un point de vue politique aussi. Donc vous avez ici une illustration de Suzanowski qui réenvisage l'histoire et l'histoire de l'art avec un point de vue éco-critique. Donc ça, c'est pour vous donner les petits exemples aussi à la fois d'œuvres et de modalités de mise en scène des œuvres qui nous ont aussi fait sentir que c'était un thème qui était d'actualité. Donc le volume s'ouvre avec un débat qui était très important pour nous parce que justement il permettait aussi de mettre en scène ce décentrement et ces contre-récits un petit peu dissonants par rapport à une histoire de l'art un peu hégémonique. Et donc c'est le débat qui a été modéré par Viviane Braga dos Santos et qui donne la parole à des chercheuses issues du contexte sud-américain. Donc Victoria Dabar, qui est en Argentine, Maria Soledad Garcia Maidana, qui est à l'Université nationale de Colombie, et une artiste, Sandra Gamara Esiki, qui est péruvienne mais basée à Madrid. C'est important aussi parce que, en fait, dans le débat qu'a mené Viviane, elle s'intéresse à la manière dont non seulement les historiens de l'art, mais aussi les artistes s'emparent des écrits d'Abby Warburg et ensuite de George Didier Huberman, et à cette manière très spécifique dans cet espace géographique-là de concevoir la temporalité en s'inspirant de ces écrits-là. Et notamment de penser la manière d'utiliser l'anachronisme pour penser la position singulière des cultures sud-américaines qui sont tiraillées entre les héritages coloniaux, post-coloniaux et les cultures autochtones. Et donc ces temporalités, d'une certaine manière, qui sont forcément disjointes. La deuxième intervention, dans la deuxième contribution, c'est le débat mené par Anne et Hélène Leroy, qui réunissait donc une commissaire d'exposition, Mélanie Buller, une historienne de l'art, Patricia Falguer, et un artiste, Pierre Le Guillon, pour parler justement de l'anachronisme comme politique ou stratégie d'exposition. Et à la manière, pour s'intéresser aussi à la manière dont ces stratégies permettent de formuler des impensés. Mais je vais laisser Anne parler de cet échange-là un peu plus longuement tout à l'heure. On a ensuite, j'ai mené un entretien avec un autre commissaire d'exposition, curateur, Charles Escheux, qui a été longtemps directeur du Van Abbe Museum aux Pays-Bas. Et en fait, l'idée, c'était de l'interroger sur la pratique qu'il a instaurée au fil des années dans ce musée, qui consistait à mettre tout en œuvre pour faire ce qu'il appelle une démodernisation du musée, et notamment confronter les héritages coloniaux du pays et aussi plus spécifiquement de l'institution elle-même.
On a un petit insert ici qui est vraiment qui était qui reflète en fait les collections aussi de la bibliothèque de l'INHA, les collections patrimoniales, avec cette petite pépite de montage justement d'œuvres d'art par un religieux dans le cadre vraiment d'une pratique complètement aussi marginale de l'histoire de l'art. Comment ? L'abbé de Broussol, pardon, j'ai pas mes notes sous les yeux et j'ai oublié son nom. Et donc voilà, ça permet aussi d'intervenir directement sur les fonds de la bibliothèque et de montrer un petit peu la pertinence des questionnements sur nos fonds propres. On a sollicité également donc pour parler d'anachronisme au sens de la pratique aussi de l'histoire de l'art et de la pratique historienne. On a sollicité la contribution de Pascal Griner sur cette forme qui est typiquement vraiment emblématique aussi de l'anachronisme, la period room. Ce qui s'emploie à démontrer dans sa contribution, c'est que c'est vraiment que ce moment dans l'espace germanique où se crée un peu la period room, c'est un moment de crise et de crise intellectuelle et de crise dans le rapport au temps, et que la period room, c'est pas du tout l'ambition n'est pas du tout de recréer un espace de similitude historique. Au contraire, c'est vraiment un concept. Et donc il démonte un petit peu toute cette image de la period room qu'on peut avoir. Ensuite vient la contribution de Ivan Politi et Adrien Palladino. La même chose, je vais vous laisser un petit peu la présenter plus tard. Un article passionnant sur la façon dont l'icône et surtout ce qu'on en conçoit aujourd'hui s'est forgé au fil du temps, et c'est une analyse qui est à la fois sur la terminologie et sur tous les enjeux politiques, culturels qui se cristallisent autour de cet objet. On a aussi une petite contribution sur la photopeinture, donc un dispositif imaginé par Robida. Et qui vraiment on est là encore dans les dissonances et les déraillements des temporalités, puisque Robida imagine un futur dans lequel on aurait cette technologie qui consisterait, et qui est très pertinente à mon sens aujourd'hui quand on parle de l'IA et de ce que l'IA peut faire à l'image, mais donc il imagine ce dispositif qui serait une photopeinture qui permettrait de reproduire à grande échelle des images, et paradoxalement dans le texte de Robida, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est la pointe de la technologie, mais en même temps le contenu des œuvres et ce qui est reproduit, ce sont forcément systématiquement des œuvres anciennes. Donc on a une espèce de décalage aussi historique assez intéressant. L'article d'Enguerrand-Lascol propose lui une lecture de certains, une tendance muséographique, on va dire ça comme ça, inspirée des travaux de Henri Faucillon et mise en œuvre par un certain nombre d'historiens de l'art et de conservateurs, René Huyghe, Charles Sterling et Germain Mazin, et il explore un petit peu la manière dont, dans les années 30, au croisement de l'histoire de l'art, mais aussi de l'ethnographie, qui est en train de aussi se former comme discipline, comment ces conservateurs historiens de l'art envisagent une muséographie très anachronique qui met ensemble des œuvres de siècles différents, etc., sous prétexte de représenter un art national et un art qui s'ancrerait dans l'idée de peuple français. Et on termine, si je ne me trompe pas, on est bien à la fin, sur la contribution d'Aurélie Petiot,
sur le motif mauricien. Donc William Morris, repris par des artistes contemporains, et notamment des artistes issus de l'ancien empire britannique. Et elle parle de double vertige anachronique parce qu'elle explique comment la présence de ce motif mauricien du 19e siècle est anachronique dans ses œuvres contemporaines, mais elle montre aussi que toutes ces œuvres font une relecture de Maurice et que justement ces points de vue décentrés permettent de questionner les positions par exemple politiques de Maurice sur l'impérialisme, qui étaient très ambiguës pour dire les choses assez sobrement. Voilà, je pense que... La lecture de Vincent Debié. Ah oui, pardon, oui. Et on a aussi demandé à Vincent Debié, de faire une lecture croisée sur l'historiographie de l'art médiéval notamment, et donc parce qu'il y a toute une actualité qui est particulièrement sensible là-dessus, sur cette période-là en particulier. Donc il a proposé une lecture croisée d'un certain nombre d'ouvrages dans le cadre vraiment dans la continuité aussi des travaux de Alexander Nagel et Christopher Wood, en remontant un peu le temps de cette historiographie qui d'ailleurs il me semble a un écho, une actualité, puisque au musée de Cluny il y a justement une exposition sur le 19e médiéval, voilà, Moyen-Âge 19e. Voilà. Je vous passe la parole. Vous choisissez. Vas-y, essaye. Non. Non, il marche pas. Bonsoir. Très contente d'être là pour présenter le débat qu'on a mené avec Hélène Leroy, avec donc Patricia Felguer, l'historienne que vous connaissez sûrement toutes et tous, Pierre Le Guillon qui est artiste, et Mélanie Buller qui est commissaire d'exposition, qui était au Frans Hals Museum et qui est maintenant au Stede Lake à Amsterdam. Donc pour préparer ce débat, on est parti de la définition de l'idée d'anachronisme envisagée comme un défaut, comme un reproche, souvent pour disqualifier un jugement ou un accrochage qu'on considère erroné. Mais assez vite, on s'est rendu compte, et je dis vraiment rendu compte, que le musée est en fait le lieu de l'anachronisme. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité certaine, puisque toutes les œuvres sont sorties de leur contexte original, et ainsi, on pourrait considérer que les œuvres traversent le temps, et à ce titre, elles devraient être considérées comme transhistoriques, polytemporelles. Mais c'est peut-être justement ce déni du musée qui refuse de se voir comme anachronique qui nous semble intéressant d'être abordé. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup d'artistes, quelques historiens, historiennes et quelques commissaires d'exposition se sont emparés de l'anachronisme comme une sorte de méthode pour justement déranger, dérouter le récit linéaire de l'histoire de l'art, ordonnancé par école, par école stylistique, par période, etc. Donc voilà, cet anachronisme délibérément choisi, on a pu le percevoir notamment avec la mode des Wunderkammern dans les années 1980 et 1990. Mais selon Patricia Felguer, et c'est une des raisons pour lesquelles on l'avait sollicité, cela repose sur un vrai malentendu. Et ce qu'on a souhaité aborder, c'est cet anachronisme choisi, même quand il prétend être critique et disruptif, en fait il peut révéler plusieurs impensés et se révéler peut-être plus récréatif et superficiel qu'il ne le pense.
Donc il peut y avoir des limites aussi à cet anachronisme volontaire. Et c'est notamment les études féministes et postcoloniales qui l'ont pointé et qui ont peut-être aussi réinvesti et repolitisé l'anachronisme de plusieurs manières. Alors en critiquant bien sûr la construction linéaire du temps et du progrès, mais aussi en critiquant donc les carambolages surréalisants dont je viens de parler, la manière aussi dont certains objets, notamment extra-occidentaux, ont pu être toujours présentés de manière intemporelle, de manière purement formelle, donc un peu hors du temps, hors sol. En insistant au contraire sur des phénomènes de durée, de perdurance de la violence, par exemple, coloniale, et en proposant aussi des relations entre les œuvres qui relèvent plus de l'idée de sororité, de connexion qui ne soit pas généalogique ou patriarcale. Donc dans ce débat, on a choisi 3 axes qui sont très interconnectés les uns aux autres. L'anachronisme en lien avec la curation, enfin le dialogue, la mise en dialogue d'objets les uns avec les autres. L'anachronisme en lien avec la muséographie, et on le verra un petit peu tout à l'heure, l'idée de collision qui peut exister entre la scénographie et les objets présentés. Et enfin, l'anachronisme en lien avec la médiation et les relectures, qui peuvent être plus ou moins en décalage avec les œuvres. Car tout texte et toute scénographie, c'est une interprétation a posteriori, et c'est cet élément qu'on voulait mettre en exergue. Et une des questions qui nous est apparue, c'est est-ce qu'en fait penser l'anachronisme, c'est quand, je veux dire, ça, comment dire. On peut se demander si ce qui est le plus anachronisme entre le fait de parler du passé au présent ou bien de parler du passé en feintant le passé. Donc est-ce que l'anachronisme doit se mesurer en fonction du passé supposé ou du présent avéré? Patricia Felguer à un moment dit que choisir l'anachronisme, ça permettait de créer de la distanciation contre les périodes room intellectuelles. Ça oblige à cesser de penser en silo. Ça produit donc une étrangérification de soi, mais aussi des débats. Et on l'a bien vu dans notre propre débat. J'ai juste trois images qui ont été discutées, enfin 3 projets qui ont été discutés, notamment le musée des erreurs de Pierre Léguillon, qui existe en fait dans son appartement à Bruxelles, où il possède différents objets très hétéroclites qui se déploient dans toutes les pièces, sur tous les murs. Et ce qui matérialise aussi dans un livre éponyme où c'est intéressant puisqu'il met en vis-à-vis donc sur les pages des objets appartenant à différentes catégories, différentes temporalités. Là en l'occurrence la revue de Ad Reinhardt avec le portrait de Malraux en vis-à-vis d'une paire de Doc Martens représentant un tableau de Hogarth et une manière pour lui d'évoquer la lutte des classes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il présente son musée comme le musée des erreurs, en fait, qui pointe en fait le musée traditionnel comme une erreur. C'est vraiment sa position, et ce qu'il souhaite, c'est ouvrir d'autres imaginaires. Et ce musée n'est pas figé dans le sens où, en fonction des gens qui le visitent, et des discussions qui s'y créent, Pierre Léguillon va sortir des objets et donc quelque part rend le musée extrêmement dynamique, un peu à la manière d'ailleurs de Warburg et de ses planches avec ces images qui pouvaient être réagencées en permanence. On a aussi évoqué, deuxième image, le groupe des muséographes, architectes italiens BBPR, mais aussi Scarpa, Albini, Elga, Lina Bobardi, qui ont proposé donc, dans les années 50 des dispositifs scénographiques qui proposaient des anachronismes radicaux pour
contrer à la fois le white cube moderniste d'un côté et les reconstitutions historicistes des périodes room de l'autre. Le fait de décadrer, par exemple, les œuvres Renaissance qui comportaient des cadres du 19e, c'était évidemment un choix, mais pour pointer justement notre rapport finalement très anachroniste avec les œuvres dans la plupart des musées. Donc c'est pas une vanité comme ça, un geste vaniteux architectural, mais vraiment une manière d'interroger notre rapport au temps. Et puis, avec Mélanie Bühler, il a été question de la réception, parce qu'en fait, quand elle était au Franz Hals Museum, ils ont enclenché une transformation du musée vers un musée qu'ils souhaitaient transhistorique, qui cherchait à penser l'art de Franz Hals au travers et non à rebours du temps. Pour faire justement ressortir la qualité transhistorique des œuvres. Et elle a aussi raconté comment cette proposition avait été reçue à la fois par le public et par certaines de ses collègues, en pointant le fait que certains ont pu être décontenancés et que l'accusation d'anachronisme a évidemment fusé et ça n'a évidemment pas empêché le musée de continuer, convaincu que c'était aussi la mission du musée que d'actualiser aussi son propre regard et de se remettre en question. Et souvent les défenseurs comme ça d'une actualisation des discours et des regards se font taxer d'anachronisme, et on peut dire que c'est la même chose avec les antiracistes qui sont taxés de racistes, les féministes de sexistes, etc. Et si on remonte juste la première image, c'est pour évoquer ce projet qui a eu lieu au Brooklyn Museum en 24, donc en pleine ère trumpiste, qui propose donc un réaccrochage des collections du Brooklyn Museum, tout à fait à la fois impertinent et pertinent, pour réveiller les consciences et défamiliariser les habitudes du regard. En quelques mots, un aperçu de ce débat qui est beaucoup plus foisonnant, et j'espère que vous aurez du plaisir à le lire. Alors bonsoir. Je vais vous parler un petit peu de l'article qu'on a co-rédigé donc avec le professeur Ivan Folletti de l'Université Masaryk de Brno et moi-même jusqu'à récemment, enfin encore à l'Université Masaryk, mais depuis très récemment chargé de collection pour le monde slave au musée du Louvre au sein du nouveau département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient. Donc si vous avez suivi un petit peu l'actualité, un nouveau parcours muséographique où l'icône occupera une place relativement importante, notamment dans la dernière partie, qui ouvre évidemment également des questions d'historiographie pour lesquelles on était ravis d'écrire cet article. C'est un article sur lequel on avait réfléchi de très longue date, notamment dans cette perspective historiographique et particulièrement de l'historiographie russe. Mais en fin de compte, l'icône est un objet qui n'est pas seulement russe, d'une part, mais c'est également un objet qui est profondément anachronique en soi. Donc là, pour revenir aussi aux différentes catégories d'anachronisme, etc., c'est un objet qui est anachronique dans la manière dont il fonctionne, dont il nous est parvenu, évidemment, mais également de la manière dont il traverse le temps, et en particulier avec cette forme d'art, avec la possibilité du repeint constant de l'objet dans son usage également dévotionnel et religieux. Donc un objet qui est repeint constamment, renouvelé constamment, où en fait l'iconographie demeure, mais où peut-être le style, le repeint, donc fait partie aussi de ces temporalités mélangées peut-être. Et ensuite, ce qu'on a essayé de montrer dans l'article, mais j'y reviens dans un instant, c'est que l'icône a aussi bénéficié justement de ces lectures anachroniques, dans la mesure où c'est précisément au moment de sa relecture moderniste, de sa réinvention nationaliste, qu'elle regagne une certaine place dans un système des arts qui pourtant avait tout fait pour le mettre de côté. Et je pense que c'est intéressant ici de réfléchir aussi
à l'anachronie qu'on retrouve au sein du système des arts modernes. Et on peut, vu qu'on est dans une salle bien nommée salle Giorgio Vasari, peut-être parler brièvement aussi de la question de la maniera greca, de la vilaine maniera greca que Vasari essaye de mettre de côté pour justement entrer dans cette, pour dire que Giotto entre dans cette ère de la modernité en fait. Donc il y a aussi tout un enjeu autour d'un objet qui est vraiment profondément anachronique en soi, à mon avis. Et on retrouve aussi l'icône au sein de plusieurs traditions nationales, pourrait-on dire. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Ici, on a choisi de se focaliser sur la tradition russe. Je vais revenir dans un instant. Vous avez déjà derrière l'image de la très fameuse Trinité d'Andrei Roubliev, qui là aussi est le résultat de différentes interventions. Mais on pourrait parler de différentes traditions qui, à leur tour, réinventent l'icône justement en se positionnant par rapport à une certaine modernité. Et on peut notamment parler de l'icône crétoise, qui est un des cas qu'on connaît bien, qui est toujours dans cette oscillation entre une Grèce qui souhaite se rapprocher de la Méditerranée, du monde occidental, et qui en même temps doit assumer ses traditions. Donc on a énormément de questions qui peuvent être cristallisées. Et on parle aussi d'un objet qui existe sur la très très longue durée. Donc là, pour le coup, ça dépend, on va faire remonter les origines de l'icône religieuse, mais on peut vraiment aller du Sinaï, du 5e siècle à une pratique qui est encore en cours dans l'Église orthodoxe. Donc le but de l'article n'était évidemment pas de nier à l'icône le terme par lequel on la désigne, mais évidemment d'essayer de questionner justement l'émergence de ce terme et aussi justement l'anachronisme de l'icône en elle-même. On a choisi de se concentrer sur la terminologie aussi en partie, dans la première partie de l'article, sur la terminologie d'un mot qui aujourd'hui apparaît inévitable et qui désigne donc ces panneaux dévotionnels, la plupart du temps en bois, mais pas seulement, avec des images religieuses, qui est un terme en fait qui homogénéise une variété de pratiques et qui se cristallise, comme on l'a essayé de le montrer, surtout au sein de la littérature de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, notamment dans un contexte russophone, où l'icône gagne soudain cette place nouvelle, avec des images comme celle de Roubliev, je vais y revenir dans un instant, mais aussi d'autres images. Et l'icône, effectivement, est réinventée d'une certaine manière à ce moment-là, justement au moment où on décide de la restaurer, de retirer les couches de repeint ou les couches d'usage en fait religieux plus tardives et de lui redonner cet aspect médiéval. Donc le cas d'Andrei Roubliev évidemment est particulièrement symptomatique de ce qui se passe en Russie au début du XXe siècle. C'est un objet que peut-être vous connaissez bien, c'est une des icônes russes, je pense, les plus célèbres du monde, et la figure d'Andrei Roubliev, évidemment, a été portée aussi à l'écran par Tarkovsky, ce qui a donné un poids tout particulier à cette figure aussi, et donc là, encore une fois, une figure dont les enjeux sont aussi particulièrement intéressants dans cette réinvention d'une figure sur laquelle on ne sait pas grand-chose, et sur laquelle on a, pour la plupart des œuvres, seulement des attributions, donc aussi tout un mythe assez intéressant. La Trinité de Roubliev nous permet de parler justement de cette restauration dans la mesure où, si on passe à la prochaine image, elle était jusque très tardivement encore placée sur l'iconostase de l'église, de la cathédrale de la Trinité Saint-Serge de Sergeï Posad, pour laquelle elle avait été créée, du monastère de la Trinité Saint-Serge. Vous pouvez la voir, je ne sais pas si on a un pointeur. Ouais. Ça marche ? Ah non, c'est pas un pointeur. En bas à droite, à côté de la porte centrale, de la porte royale, vous voyez encore l'image de la Trinité de Roubliev qui était placée là jusque très tardivement. Ah si, il y a un pointeur. Ah oui, voilà. Donc ici, donc une image très importante, et aujourd'hui on peut en trouver une copie. Et une image qui, justement, n'était pas visible de cette manière jusqu'au tout début du XXe siècle. Si on passe à la prochaine image, il faut rappeler que les icônes sont souvent couvertes. Donc ici, dans ce cas, recouvertes d'un lourd oclate ou risa, donc un revêtement métallique qui, en fait, occulte la plupart de l'image et lui redonne, en fait, une autre forme. On peut voir aussi la photo pré-restauration où on voit que seuls les mains, les pieds et les visages des trois anges de l'hospitalité d'Abraham apparaissent. Donc des images très lourdement modifiées et conditionnées aussi par leur usage rituel. Et ensuite, si on passe à la prochaine image, merci. Une restauration au début du XXe siècle qui va en fait faire le travail inverse de comment l'icône peut passer à travers le temps jusqu'à nous. Donc c'est à la place du repeint constant et des couches de vernis, de peinture et d'usage en fait rituel qui s'accumulent,
une restauration qu'on pourrait qualifier, qui est tout à fait dans la veine des restaurations du 19e siècle aussi. On retire tout ce qui n'est pas d'origine. On a la même chose pour le Viollet-le-Duc et le 19e siècle, qui retire tous les éléments qui ne sont pas d'origine et qui revient à la forme la plus primitive. Et le terme primitif, évidemment, n'est pas anodin dans ce sens-là, puisque dans la tradition russe, c'est une manière de redécouvrir pour eux leur primitif. Donc aussi une manière de se positionner, une manière, comme on essaie d'en parler dans l'article aussi, une manière de se positionner aussi face à une autre réinvention occidentale, cette fois celle des primitifs flamands, celle des primitifs italiens, celle des primitifs français en une certaine mesure. Donc on est en face d'une création historiographique et on a essayé de montrer donc, dans une oscillation entre terminologie et cette histoire intellectuelle et politique du XXe siècle russe, comment l'icône est véritablement réinventée au début du XXe siècle. Cette restauration, la première, elle se déroule donc au tout début du XXe siècle, dans la Russie encore impériale, entre 1905 et 1906. La Trinité est remise dans son contexte, et au bout de quelques années, elle est de nouveau sale, et en 1918, on la restaure une seconde fois, sauf qu'en 1918, il y a un autre événement qui s'est passé, c'est 1917, et donc l'icône va aussi jouer un rôle tout à fait différent, à la fois dans l'émigration, mais aussi dans sa réinvention, justement, à travers les émigrés qui vont pouvoir porter avec eux certains de ces objets. Donc c'était aussi, pour étendre un petit peu sur le propos au sein de l'article, et pour arriver à la toute dernière image, une manière de parler aussi d'objets qui sont anachroniques dans la mesure où ils transcendent aussi jusqu'à un certain point la périodisation. Donc on a un objet qui est non seulement une invention historiographique, et ce mythe de Roubliev évidemment est absolument central, mais on a aussi un objet qui a aujourd'hui un poids politique tout particulier. Donc la Trinité, comme vous le savez peut-être, était à la galerie Tretiakov jusqu'à très récemment. En 2022, elle fait un premier petit séjour à la Trinité de Sergei Posad sur ordre du président Vladimir Poutine. Et en 2024, elle est remise intégralement au monastère. Donc c'est un objet qui était créé pour ce monastère, qui a passé un certain temps au musée, notamment pendant la période soviétique et jusqu'à très récemment, et qui là revient avec un discours évidemment politique russe qui voit dans ce retour de l'icône aussi un retour d'une certaine force, un retour de ce héros Andrei Roubliev, de cette image qui finalement du monde de l'art retourne au monde aussi de la dévotion, et donc à mon avis pose également pour nous des questions assez intéressantes dans la mesure où la plupart des conservateurs russes effectivement se sont opposés aux conditions, etc. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment de montrer à travers l'exemple russe, mais on pourrait prendre, comme je le disais, bien d'autres exemples, et c'est un peu aussi le propos au sein du nouveau département des arts de Byzance, de montrer l'épaisseur historiographique de cet objet, et effectivement de ces icônes sans cette épaisseur historiographique, on ne comprendrait pas vraiment bien pourquoi ces objets ont aujourd'hui cette place. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je pense que j'ai dit plus ou moins tout ce que je veux. Merci. Alors maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, je peux juste vous donner 2 mots d'explication sur la couverture, si vous voulez. Alors, on va essayer de revenir. Voilà. Donc, c'est une peinture d'une artiste états-unienne qui s'appelle Audrey Flack, que j'avais découverte dans une exposition consacrée à Carlo Crivelli, donc un peintre du XVe siècle, mais une exposition qui se trouvait dans un centre d'art contemporain et qui mettait en relation les peintures de Crivelli du XVe avec des artistes contemporains qui s'en inspiraient. Donc c'était déjà une exposition complètement basée sur l'anachronisme. Et Audrey Flack adore Crivelli et donc a fait une série de peintures en fait en son
hommage. Et donc là, il s'agit d'une peinture qui mélange une copie adaptée, si on veut, d'une peinture de Crivelli, la Madone que vous voyez sur la gauche, avec un portrait de son mari, avec un t-shirt à la gloire de Brooklyn. Et donc c'est ce jeu de contraste aussi entre la manière de Crivelli très ornementale, très précise, typique du XVe siècle, et la manière beaucoup plus pop de Audrey Flack qui fait un résultat très frappant. Et voilà, on voulait prendre cette image comme symptomatique de ce montage des temporalités qui est la signature de l'anachronisme, et aussi voilà, une manière de faire référence à des artistes d'aujourd'hui qui traversent l'histoire de l'art et montrent toujours la vivacité finalement de l'art dans sa profondeur historique. Voilà, si vous avez des questions, on est là pour voilà, revenir sur certains points. Merci pour votre intervention. J'ai une question concernant l'anachronisme dans la littérature. Je ne sais pas où vous l'avez, comment vous l'avez présenté, dans quelle partie de l'anachronisme. Alors, c'est pas une question qu'on a vraiment abordée parce que on s'est vraiment concentré sur l'anachronisme par les images et avec les images. Le seul article qui parle de littérature, c'est celui sur Albert Robida finalement, parce que lui c'est un écrivain, journaliste, et donc c'est vraiment, d'ailleurs c'est deux chercheurs et chercheuses plutôt en littérature qui ont travaillé sur cette figure. Et en fait, là on est dans le domaine de l'illustration. C'était aussi un dessinateur, comme vous savez sûrement, un dessinateur de presse qui faisait beaucoup de caricatures. Et donc l'article revient sur justement ces images qui illustraient ses propres livres. Et qui lui permettait justement de donner corps à ces visions de science-fiction finalement, de comment ça serait le Paris du futur, c'est-à-dire le Paris d'aujourd'hui en fait. Et donc c'est vraiment le seul article qui parle de l'anachronisme littéraire, quoi. Mais évidemment il y aura beaucoup d'autres exemples. Donc vous êtes plus centré sur l'image en fait. Ouais, c'est ça. Très bien. Okay. Merci. Bon, je me lance pour une simple question, mais c'est pour prolonger plus le plaisir qu'autre chose. J'avais un petit peu travaillé donc sur la question des références des artistes contemporains à des artistes de d'autres périodes. Et il y avait quelque chose qui revenait souvent. Alors, des fois, c'était des simples références avec un sous-ton comique ou quelque chose comme ça, mais il y avait souvent une idée de magie ou en tout cas de spiritualité qui revenait. Et donc, ça fait un petit peu quand même un lien avec l'icône dont vous parlez. Je pense, par exemple, oui, c'est bon, vous m'entendez. Donc, je pense à plusieurs artistes, alors comme ça, Tapiès, Fabienne Verdier, Nalini Malani aussi, qui avait eu une exposition au Centre Pompidou. Donc, il y a quand même beaucoup d'artistes qui recherchent une spiritualité par l'anachronisme. Comment peut-on traiter cela en tant que nous, historiens de l'art ? Et aussi comment exposer ces œuvres qui recherchent une spiritualité plus forte, souvent dans des conditions qui sont un peu des white cubes ou des musées qui sont des fois simplement des murs blancs. Anne, tu veux répondre ou Adrien ? Moi, je peux me lancer au sujet de l'icône pour continuer. Où effectivement, là, je ne l'ai pas mentionné, mais l'icône fait partie du vocabulaire moderne, de la modernité, et notamment pour des peintres russes, mais pas seulement. Donc, le plus évident, évidemment, c'est Malevich, mais on a toute une historiographie qui relie l'icône aussi à une forme de modernité, et c'est quelque chose qui est assez important aussi pour des espaces d'exposition, dans la mesure où faire des liens directs, c'est pas forcément toujours la chose la plus intéressante, mais il y a effectivement toute une historiographie très très épaisse de la modernité de l'icône, et on peut rappeler qu'en 1917, c'est Matisse, en 1911 pardon, c'est Matisse qui va découvrir ces icônes restaurées et qui retrouve toute cette couleur et qui évidemment les intègre aussi dans son discours. Alors on est en face de figures
où la référence n'est pas seulement à l'icône, c'est souvent des artistes assez iconophages, pour reprendre le terme qui avait été utilisé pour Picasso assez fréquemment, qui évidemment pioche un peu partout, mais ça fait partie aussi de ça. Le côté spirituel fait partie également chez Malevich du placement des œuvres, de la manière dont elles sont envisagées dans l'espace, en faisant écho aux pratiques rituelles et au placement des icônes, notamment le Krasny Ugol, donc l'angle dans lequel est placée la fameuse œuvre de Malevich, etc. J'ai dit Matisse pour Malevich à un moment, je pense, mais vous m'avez compris. C'est vrai que je me suis plus intéressée aux artistes qui ont pu s'inspirer d'autres artistes, mais de manière plus grinçante, ou en tout cas pour peut-être davantage dénoncer justement le culte du génie ou de l'œuvre unique, etc. Après, je pense que le White Cube, c'est un espace assez sacralisant qui a pu être comparé à un lieu de culte quelque part, quoi. Je vois pas forcément d'antinomie avec la spiritualité de certaines œuvres. Oui, moi je voulais rajouter aussi, c'est une question très riche. Ça me fait penser au fameux article de Michael Fried sur l'art et l'objectivité, Art and Objecthood, donc à propos des artistes minimalistes et des sculpteurs notamment, où il est très critique face à toute cette nouvelle génération. Et il finit son article par une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, que je cite de mémoire, où il dit en gros « Presentness is a grace ». C'est-à-dire la présence ou l'effet de présence ou la présentité, enfin voilà, c'est difficile à traduire, est la grâce. Et c'est tout. Il finit sur ça et on ne sait pas trop ce qu'il voulait dire, mais il y a un arrière-fond religieux assez clairement. Donc c'est pour ça que les critiques lui sont tombées dessus à cause justement de ce côté religieux. Et peut-être que une façon d'aborder ce rapprochement, cette spiritualité dont vous parlez quand les artistes citent des œuvres anciennes, peut-être il faut le voir de manière historique, enfin de manière chronologique, c'est-à-dire que peut-être que c'est certaines générations d'artistes qui allaient chercher des œuvres anciennes justement pour ça. Malevich dont tu parlais, mais d'autres artistes aussi jusqu'aux années 60, je pense à Barnett Newman, tous ces artistes américains qui se sont beaucoup inspirés de l'art roman par exemple, où ils cherchaient une forme de pureté comme ça. Et peut-être que les artistes vraiment actuels d'aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils cherchent, ou en tout cas certains vont chercher autre chose, et nous ce qu'on a trouvé dans le numéro, c'est beaucoup plus des motifs politiques en fait, c'est des façons de réécrire l'histoire pour faire apparaître dans le passé des thèmes ou des motifs qui étaient un peu invisibles, mais qui rééclairent l'histoire par le biais, par exemple, de l'histoire des minorités de genre ou de classe ou d'origine. Et donc, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un séquençage comme ça où les artistes ont pu faire appel au passé, à l'art du passé pour différentes raisons. Dans l'article de Vincent Debiais qui parle donc des livres qui portent sur le rapprochement justement entre l'art médiéval et l'art contemporain, c'est sûr que c'est une question qui revient assez souvent. Par exemple, il y a un livre qui porte sur la déposition de, comment elle s'appelle, Anne Powell, je crois, de mémoire, et qui donc parle du motif de la déposition, donc vraiment la déposition du Christ, et comment ça a été repris aussi par les artistes d'aujourd'hui. Donc là, il y a un arrière-fond religieux qui s'impose d'emblée. Mais, votre question me fait penser. Je pense que cette idée de transcendance du temps, l'article qui répondrait plus à ce question, ce serait celui d'Enguerrand-Lascaux, où là, c'est pas une thématique religieuse, mais en réalité, c'est une espèce de mythique du peuple qui traverse les époques et qui est vraiment mise en scène dans la muséographie qu'il décrit.
J'ajouterais peut-être aussi une chose, c'est en fait en travaillant là sur ce numéro, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point les exemples d'artistes et d'auteurs qui se sont penchés sur la question de l'anachronisme, finalement, c'était souvent en réaction au XIXe siècle et à la manière de penser l'histoire, etc. Et donc, et dans plusieurs cas, on se rend compte que c'est plus déconstruire ce siècle-là et l'anachronisme, enfin justement du XIXe siècle, que faire preuve, que faire preuve d'anachronisme réel. Mais c'était juste. Ouais, il y a aussi une distinction qui est abordée à un moment entre la perspective anachroniste et la transhistoricité. Et ça, c'est notamment Mélanie Bühler qui fait la distinction dans le débat sur les musées. Elle dit moi, je réfute un peu le terme anachronique parce que tout de suite, ça fait erreur historique en fait. Et elle préfère parler d'approche transhistorique du musée. Ces rapprochements d'œuvres entre Frans Hals et l'art contemporain, par exemple, qu'elle pratique dans ses expositions au musée. Pour elle, c'est des approches transhistoriques et la différence, c'est que pour elle, c'est positif. Ça crée une stimulation visuelle pour le public. Ça crée des effets de sens aussi. Par exemple, elle dit qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de la peinture en fait, qui sont toujours les mêmes. Depuis le XVIIe siècle, les peintres se confrontent aux mêmes problèmes picturaux ou bien des problèmes iconographiques. Par exemple, elle avait fait une exposition sur la nourriture et voilà, donc ça montre qu'il y a une forme de permanence, évidemment, à travers certaines transformations historiques. Moi, j'avais découvert aussi, en vous suivant dans ce numéro, cette différence. Le terme anachronique, en fait, pose toujours problème, il résiste toujours, et c'est normal, puisqu'il y a aussi des mauvais anachronismes. En histoire de l'art, on pratique tout le temps, en fait, des anachronismes. Le cas de l'icône est intéressant vraiment parce que c'est un terme qu'on emploie comme si c'était une évidence historique, alors qu'en fait on se rend compte que le terme il a un petit peu plus d'un siècle et c'est tout dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui couramment en histoire de l'art. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça qui sont utilisés en histoire de l'art, et effectivement c'est souvent des termes qui ont été forgés dans leur emploi courant au XIXe siècle. Le siècle des périodes Rooms, le siècle du savoir positiviste, du moment où on va penser l'histoire comme vraiment la construction du passé réel tel qu'il était vraiment. Pour ça, l'article de Pascal Griner, il déconstruit bien cette image d'une science historique purement positive et il montre au contraire qu'il y avait énormément de débats sur ce que c'était que l'histoire et ce que c'était que le passé à cette époque-là. Donc les périodes Rooms sont vraiment des champs de tension en fait entre plusieurs conceptions du passé, mais il n'empêche que c'est imposé une sorte de doxa de certains termes comme Renaissance, comme Moyen-Âge, qui sont tout le temps employés en histoire de l'art, qui datent du 19e siècle dans leur emploi courant. Qu'on a bien de la peine à essayer d'éviter, ou comme le terme primitif dont tu parlais, voilà, qui s'est imposé aussi en écho avec l'anthropologie du 19e et de ses relents coloniaux et racistes. Donc voilà, il y a tout un ensemble comme ça de termes qui sont toujours d'usage, qui sont complètement anachroniques et dont la discipline a du mal à se passer par convention, par tradition. Donc l'anachronisme, c'est vrai, a ce double aspect qu'on essaye de traiter dans le numéro. Des aspects, disons, d'usage qui peuvent être maladroits et donc qu'on essaie de critiquer. Et puis d'autres aspects qui sont aussi des découvertes, des moyens de penser nouveaux pour réfléchir sur le passé en lui posant des questions d'aujourd'hui. Un dernier mot, le mot de la fin pour quelqu'un alors, dans ce cas-là, je vous remercie de votre attention et puis j'espère que vous lirez le numéro avec intérêt qui se trouve là si vous voulez le consulter ou l'acheter, et sinon bientôt
en ligne. Merci, à bientôt. Le prochain numéro, oui, tout à fait, on me rappelle à mes devoirs. Donc le prochain numéro qui paraîtra au printemps 2027 porte sur le thème de 2026, pardon. Oui, je me suis trompé, j'anticipe. Voilà, j'étais moi-même dans la confusion des temps. Donc c'est le thème là de l'apprentissage. Donc comment est-ce qu'on apprend l'art? Donc on a aussi plusieurs recherches historiques qui vont parler de cette question de l'apprentissage de l'art. Là aussi, on a fait appel à des rédacteurs et rédactrices en chef invités, dont Guy Lambert qui est ici présent. Et puis, j'annonce aussi que le prochain état de l'art, donc de la semaine prochaine, portera sur l'exposition minimale à la Bourse du Commerce et il sera présenté par Nicolas-Xavier Ferrand qui donc fait partie de l'équipe de la Bourse du Commerce. Voilà, je crois que j'ai tout dit. À bientôt.